À la une de l'actualité, le gouvernement l'a annoncé hier au cours de son hebdomadaire Conseil des ministres. Le litre du carburant connaît une hausse de 100 francs CFA. La mesure est entrée en vigueur ce 12 mai. Une de nos équipes est allée au constat. Que pensent les Ouagalais de cette augmentation? Intervient-elle au bon moment? Élément de réponse dans un instant. Et puis, les étudiants des universités publiques du Burkina Faso, plus que jamais déterminés à obtenir l'annulation des réformes sur le FONER, ils ont manifesté ce matin. Vous les entendrez dans ce 13h. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Si l'augmentation du prix du pain reste encore incertain à ce jour, il n'y a plus aucun doute sur celui du carburant. À compter de ce 12 mai 2022, vous constaterez une hausse de 100 francs CFA sur le litre du carburant à la pompe. C'est le Conseil des ministres qui en a décidé ainsi. Outre l'annonce de l'augmentation du prix du carburant, le Conseil s'est aussi prononcé sur le drame de Perquois et selon le porte-parole du gouvernement, il ne reste plus qu'environ 10 mètres pour atteindre la chambre de refuge où se trouveraient peut-être les 8 mineurs piégés dans la mine de zinc de Perquois depuis 27 jours maintenant. Les précisions de Abdul Karim Banda et Kwame Hervé Dapa. Elle était inéluctable vu le contexte international. Le gouvernement aurait préféré maîtriser la communication autour, mais les fuites sur les réseaux sociaux ont contraint le Conseil des ministres de ce 11 mai à l'annoncer. Mais effectivement, le gouvernement a validé une augmentation du prix des carburants. L'augmentation sera de 100 francs. Elle sera applicable dès la signature de l'arrêté. L'arrêté ministériel a été finalement signé ce mercredi et prendra effet demain 12 mai. Le Super 91 passe donc de 615 à 715 francs CFA et le gasoil de 545 à 645 francs CFA. L'autre actualité sur la table du Conseil des ministres de ce 11 mai concerne la course contre la montre pour sauver les 8 travailleurs piégés sous terre dans la mine de zinc de Perquois. Le pompage des eaux continue. Plus de 38 millions de litres d'eau ont été pompés à ce jour, dira le porte-parole du gouvernement, avant d'ajouter qu'il reste environ 10 mètres pour atteindre la chambre de refuge. C'est une chambre de refuge qui était prévue pour recevoir 26 personnes. Avec bien sûr de la nourriture. Quand on parle de nourriture, ce sont des denrées non périssables, notamment des céréales ou des biscuits, qui permettent à 26 personnes de rester là avec de l'eau pour au moins 3 semaines. Donc ils sont au nombre de 8 normalement. Nous espérons qu'on arrivera à temps, en tout cas, à cette chambre de refuge-là. Toujours est-il que nous fondons l'espoir qu'ils y soient, qu'ils aient pu en tout cas rejoindre cette chambre de refuge. Et puis, c'est la vidéo qui défraie la chronique en ce moment. Elle est diffusée sur la télévision nationale dans un montage approximatif montrant le président du Faso en MPSR messianique. Le porte-parole du gouvernement parle d'erreur. Vous allez constater que cette vidéo ne circule plus. Il y a eu donc une erreur de coordination, je pense. Et très certainement que dans les heures à venir ou les jours à venir, nous vous donnerons plus d'éléments sur cette question-là. Sur les circonstances de l'attaque terroriste de la prison de Nouna, le gouvernement dit avoir pris des mesures pour éviter que de tels scénarios ne se reproduisent. Je vous le disais tantôt, la hausse du prix des hydrocarbures annoncée par le gouvernement est entrée en vigueur aujourd'hui 12 mai. Une de nos équipes est donc allée au constat. Que pensent les Ouagalais de cette augmentation? Intervient-elle au bon moment? Justin Amonto a posé ces questions à quelques Ouagalais. On les écoute. On a pu constater effectivement que c'est une réalité. Mais il faut dire que voilà, c'est des situations vraiment qui mettent mal à l'aise en fait le contribuable. Parce que quoi qu'on dise, voilà, cette augmentation des prix-là va engendrer en tout cas un inflammé des prix aussi au niveau des autres marchandises, notamment les denrées aussi alimentaires. Vraiment, c'est une situation qui est déplorable. Donc on interpelle le gouvernement si on peut faire quelque chose pour pouvoir soulager en tout cas le contribuable, ça serait intéressant. On trouve que, en tout cas, ça ne va pas du tout. Tout est devenu cher, la nourriture, partout, rien ne bouge. Vraiment, il faut que ça change. Sinon, si ça va continuer comme ça, on risque de sortir un jour. Bon, on comprend un peu le gouvernement, vu la situation actuelle, bon, vu les différents arguments qu'ils ont avancés. Mais bon, on trouve qu'il ne fallait pas aller... Je veux dire que c'est élevé au fait.
Voilà, ils auraient quand même dû augmenter peut-être 25 ou tout au plus 50 francs, mais aller d'un coup à 100 francs, c'est trop en fait. Et j'aurais voulu aussi qu'au préalable qu'ils puissent, ils auraient dû nous avertir un peu en avance. Le consommateur burkinabé qui déplore l'augmentation du prix du carburant n'est pas au bout de ses peines. Certaines compagnies de transport annoncent aussi une hausse de 20% sur leurs tarifs de transport. C'est la conséquence, si on peut le dire ainsi, de l'augmentation du prix du carburant. Dans la suite de ce journal, depuis la dissolution des conseils municipaux, les collectivités territoriales fonctionnent ralenti, conséquence de la difficulté de mise en place des délégations spéciales. À la mairie de Ouagadougou, par exemple, certaines dépenses ou activités sont en suspens par manque d'ordonnateurs de dépenses. Il y a depuis plusieurs semaines manque de papier rame dans les services d'état civil, manque de carburant pour les reportages des journalistes de la radio municipale. Le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales section Ouagadougou ont désormais le regard tourné sur la mesure portant autorisation des dépenses des collectivités pour changer la donne. Roméo Koïta. À la mairie de Ouagadougou, les services fonctionnent au ralenti depuis la dissolution des conseils municipaux. Au département d'état civil, par exemple, il n'y a plus suffisamment de papier rame pour délivrer les actes administratifs aux populations. À la radio municipale, c'est le carburant qui manque pour les véhicules de reportage des journalistes. La mairie est au bord de l'asphyxie. Selon le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales, qui pointe du doigt l'absence d'ordonnateur des dépenses à cause de la difficulté de mise en place des délégations spéciales. Si vous faites un tour, vous allez voir qu'il y a beaucoup de services également aussi qui ne fonctionnent pas normalement. Je pense qu'on doit tourner autour de 25% des capacités. Vous avez vu, la mairie, ce n'est pas que les actes administratifs, c'est aussi certaines dépenses d'investissement qui ne peuvent plus être faites parce que voilà, il n'y a pas d'ordonnateur. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de conseil municipal et puis qu'il n'y ait pas encore de délégation spéciale fait qu'on ne peut pas travailler au niveau de la commune de Ouagadougou. Et pas que la commune de Ouagadougou, je pense que c'est aussi propre à toutes les communes ou en tout cas à toutes les collectivités, même les conseils régionaux également ne peuvent pas fonctionner. La situation devrait normalement s'améliorer avec la modification de la circulaire portant gestion budgétaire et financière 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes. La mesure datant du 6 mai dernier autorise toutes les dépenses au sein des collectivités territoriales. Mais 5 jours après, les lignes n'ont pas encore bougé. Le syndicat prend son mal en patience sur ce point, mais s'irrite en revanche quant à la lenteur observée dans la mise en place des délégations spéciales. Une situation à l'origine de plusieurs dysfonctionnements dans les conseils municipaux. Il faut que rapidement cette délégation spéciale soit mise en place et que ça soit opérationnel pour permettre évidemment de pouvoir exécuter les budgets, surtout les budgets d'investissement pour continuer évidemment le développement de la ville. Sinon aujourd'hui on est bloqué. Nous sommes en saison pluvieuse. Voilà. Vous savez que généralement en pareille période, on cure les caniveaux. Vous allez voir les agents de la commune qui sont presque dans toutes les artères de la ville de Ouagadougou en train de curer les caniveaux pour faciliter en tout cas de l'évacuation des eaux pluviales. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas le cas. Et donc, on n'est même pas à l'abri d'une inondation. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à exécuter ces budgets de fonctionnement-là, ou en tout cas à se passer, ces budgets ne sont pas éligibles. Les partenaires sociaux regrettent que les travailleurs des collectivités territoriales et ceux de la police municipale ne soient pas représentés au sein des délégations spéciales en gestation. Ils prévoient une assemblée générale dans les jours à venir pour réfléchir sur la question et discuter également sur leurs conditions de vie et de travail.
On en vient au mouvement d'humeur de l'Association nationale des étudiants burkinabés après la suspension des cours la semaine dernière à l'université Joseph Kizerbo pour exiger l'abandon des réformes du Fonds national pour l'éducation et la recherche et le paiement sans délai de la première session 2021-2022 du FONER. La NEB monte encore au créneau ce 12 mai. Comme annoncé, elle a organisé une marche dans les artères de la ville de Ouagadougou avant de se retrouver au ministère en charge de l'enseignement supérieur où elle a remis un document dans lequel sont inscrites ses doléances. On écoute la présidente de l'ANEB, Safieta Kabouri. De façon autoritaire, vous avez décidé le 21 avril 2022 des nouvelles conditions d'accès aux allocations au FONER. Des décisions dont l'application priverait des milliers d'étudiants de l'aide FONER, pire, qui les enverrait hors des universités. Ces mesures que nous ne saurons accepter sont des mesures anti-étudiantes. Face à nos actions de lutte, les grèves, les sittings, etc., vous êtes restés de marbre, montrant votre ferme volonté d'appliquer les réformes édictées par la Banque mondiale et le FMI au détriment des étudiants, de vos étudiants, vous qui êtes un enseignant, un éducateur. Face à cette situation, nous étudiants, nous refusons de nous laisser chasser de la sorte des universités. C'est pourquoi nous avons décidé de marcher ce jour 12 mai 2022 pour exiger, premièrement, l'abandon pur et simple des réformes du FONER. Deuxièmement, le paiement sans délai de la première session 2021-2022 du FONER. Et troisièmement, l'ajout des tickets ordinaires à la digitalisation dans la restauration universitaire. D'ores et déjà, nous vous tenons pour responsables de toute détérioration de la situation et nous tenons à vous rassurer de notre ferme détermination à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Pour vous dire que le ministère travaille toujours pour le bien des étudiants et ça va continuer dans ce sens. Et donc votre message sera transmis à qui des droits. Le ministre aurait souhaité être là, mais il est à la réception de matériel au profit des étudiants. Donc le message lui sera transmis et je pense que vous aurez un retour dans les jours à venir. Il se présente comme un outil essentiel pour lutter contre les effets pervers de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Il s'agit du cadre national de financement intégré pour le développement durable au Burkina. Il est question de stratégie de mobilisation de finances dans un contexte plutôt difficile. L'heure de l'appropriation de cet outil par les partenaires au développement et les acteurs nationaux a sonné ce 11 mai à Ouagadougou. Benjamin Kwame. Le cadre national de financement intégré est tout juste de planification et de mise en œuvre destiné à aider les pays à financer les objectifs de développement durable. Cet outil est donc très précieux pour le Burkina Faso confronté à la menace sécuritaire avec ses corollaires de famine ou de déplacés internes, sans oublier le changement climatique. L'atelier d'immersion vient ainsi informer et sensibiliser les acteurs nationaux et les partenaires au développement pour une pleine adhésion et une contribution active dans ce processus. Disons que c'est une concertation qui vise effectivement donc à se pencher sur la problématique donc, du financement durable et efficace donc, des politiques publiques dans un contexte donc, de double crise sécuritaire, sanitaire au-delà et bien entendu avec tout ce qu'on a comme enjeu de développement, ce qui nécessite effectivement de pouvoir développer des stratégies efficaces. Et c'est en cela donc que le cadre national de financement intégré offre une opportunité donc, de bâtir donc, une nouvelle démarche de mise en cohérence des politiques et de mobilisation des ressources pour les finances. Le secrétaire général du ministère en charge de l'économie dit être convaincu que le succès de la mise en place de ce nouveau dispositif contribuera à assurer une bonne exécution de son plan national de développement. Pour y parvenir, les participants font un diagnostic adossé sur une nouvelle stratégie, une feuille de route qui sera élaborée afin de rendre opérationnel l'ensemble des actions définies. Le résultat final, c'est véritablement donc de disposer
un outil qui nous permet d'optimiser, j'allais dire donc, le financement du développement durable. La feuille de route permettrait effectivement donc de développer un ensemble d'actions. Donc en termes de résultats attendus, bien entendu, c'est de permettre au gouvernement donc d'optimiser dans un cadre intégré, à la fois qui mobilise les ressources nationales, les ressources internationales, aussi bien les financements publics comme les financements privés. La rencontre qui se tient sur 2 jours permettra également à toutes les parties prenantes d'avoir une meilleure compréhension du concept, de ses enjeux et de son processus de mise en œuvre. Les experts venus du Cap-Vert, du Gabon et du système des Nations Unies interviennent dans ce cadre pour un partage d'expériences. Littérature à présent, il s'appelle Denkes, il est journaliste, mais il s'intéresse aussi à l'écriture et il est aujourd'hui auteur de 2 livres. Le premier, intitulé Pastis et Vertige amoureux, est un recueil de poèmes où l'auteur aborde de nombreuses thématiques comme la mort, l'amour et l'intégrité. Le second, RL, le triangle des pierres, est une fiction d'exaltation de la cause noire à travers le récit d'un soldat à qui la lourde tâche de ramener en Afrique des pierres précieuses au pouvoir surnaturel. Ces ouvrages ont été présentés à la presse et Arsène Konditamde y était pour le compte de BF1. Pastis et Vertige amoureux est un recueil de poèmes de Draman Denkes. Inspiré d'illustres dévanciers comme Léopold Sédar Senghor et Charles Baudelaire, le poète expose un florilège de rimes enivrantes. D'une plume intentinée mélancolique et un vocabulaire richement amoureux, l'auteur décrit avec charme les mots, les heurts, la mort et l'amour. C'est subdivisé en 2 parties, Pastis et Vertige amoureux. Pastis parce que ça tient compte de toutes les situations confuses. Parce que pastis, ça signifie 2 choses à la fois. C'est à la fois une boisson, un apéritif, et c'est à la fois, dans le français un peu plus ou moins complexe, quelque chose de trouble et de confus. Donc on décrit la vie confuse que nous vivons, c'est-à-dire la mort, le remords, le péché et la faim. Donc la seconde partie est intitulée Vertige amoureux parce que ça parle plutôt de la femme, et ça parle de l'amour et ça dépeint les différents visages de la femme. RL, le triangle des pierres, est le second ouvrage du même auteur. Dans cette fiction, il met en scène la vie d'un soldat à qui il est confié la complexe mission de ramener en Afrique des morceaux de pierres précieuses au pouvoir surnaturel. Ce roman est une sorte de carnet de route dans lequel le lecteur est entraîné dans plusieurs contrées du monde au gré des déplacements de Here, le personnage principal. Cette œuvre est une exaltation de l'identité de la race noire et un appel à la réunification africaine. Sa mission à lui, c'était de retracer toutes ces pierres qui ont été volées en Afrique. Et ces pierres-là ont démontré leur puissance. C'est des pierres qui contiennent des effets mystiques et hypnotisants. C'est-à-dire que leur unification va ramener sur la mère patrie toute la diaspora noire éparpillée à travers le monde. Donc c'est un combat noble que RL tente de mener, mais en même temps, ce n'est pas au goût de tout le monde. Les Américains s'y opposent, le monde arabe aussi s'est saisi de cette opportunité-là. Donc c'est un peu une guerre à travers le monde pour la recherche de cette pierre-là. Draman Denkes est un journaliste ivoiro-burkinabé qui a longtemps travaillé au pays des hommes intègres. Depuis 2009, il vit au Canada, d'où il prépare la sortie prochaine d'un 3e livre. C'est un rendez-vous de partage d'expériences entre jeunes débutants en entrepreneuriat et entrepreneurs expérimentés comme des modèles du domaine choisi, l'agroalimentaire. Créé par l'association A2N, ce cadre vise à appuyer et accompagner les jeunes entrepreneurs à mieux affronter les difficultés de l'entrepreneuriat. Maxime Ilboudou. 2 400 000 €, soit un peu plus de 1 573 millions de francs CFA, c'est le montant global du financement reçu par la Croix-Rouge burkinabé pour la mise en œuvre de la 2e phase de son projet, accélérer l'action locale lors des crises humanitaires et sanitaires. Elle veut, à travers ce projet, renforcer les capacités de ses équipes au niveau central et sur le terrain, afin d'aider les communautés à faire face aux différentes catastrophes et crises sécuritaires auxquelles elles sont confrontées. Formation, par exemple, pour permettre aux communautés de signaler rapidement des cas de maladie. Ça permet de détecter rapidement les épidémies. On peut avoir des formations sur comment aider les communautés à faire face au risque d'inondation, comment construire des habitats
On a des ménages PDI qui sont assistés en urgence par la Croix-Rouge. Ce projet est mis en œuvre grâce à la Croix-Rouge de Belgique, de l'Espagne et du Luxembourg, partenaires de longue date de la Croix-Rouge burkinabé. Ensemble, elles luttent pour les communautés vulnérables, isolées d'accès. Ce que nous attendons également, c'est de pouvoir voir également une meilleure réponse, parce que les besoins humanitaires sont énormes. Et la Croix-Rouge, en tant que partenaire, partenaire local et en tant qu'organisation qui apporte son appui et qui travaille dans ce milieu depuis bientôt 60 ans, elle a une expertise, elle est dans la communauté, elle est celle qui peut nous aider et qui peut être en mesure d'apporter davantage à cette communauté. Communication et engagement communautaire, santé communautaire, préparation-réponse aux catastrophes, l'eau, hygiène et assainissement sont les 4 piliers de ce projet. Cet atelier permettra aux acteurs intervenant dans chaque pilier de se familiariser avec d'autres piliers pour une synergie d'action sur le terrain. 500 familles ont bénéficié d'assistance lors de la première phase de ce projet et 300 000 personnes formées sur le terrain. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur le lancement du deuxième appel à projet lancé par la Croix-Rouge, un projet qui vise l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Le reportage était donc signé Abdou Karim Banda. Dans la suite de ce journal, la chaîne de solidarité nationale se renforce avec cette nouvelle action de l'Association pour la bienveillance humanitaire. Ce sont 800 kits alimentaires d'une valeur de plus de 24 millions de francs CFA qui ont été offerts à des personnes vulnérables. Abdoulaziz Sarri. 800 kits alimentaires composés chacun de sucre, de riz, d'huile, de sel et de macaroni. Valeur plus de 24 millions de francs CFA. C'est un don de l'Association pour la bienveillance humanitaire aux personnes vulnérables de la ville de Ouagadougou. Au Burkina, il y a des gens qui sont humains et qui pensent qu'il faut aider vraiment des gens vulnérables. Vraiment, ce que je peux dire, c'est leur dire merci, que Dieu leur donne longue vie, que Dieu vraiment soit au devant et Dieu les guide toujours pour que ça se multiplie. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative 100 millions de repas. Un projet financé par le prince de Dubaï en Émirats arabes unis. Cette remise de dons, c'est une réponse de l'appel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à la mobilisation citoyenne. 100 millions de repas est une initiative mondiale qui concerne plusieurs pays, dont le Burkina Faso fait partie de ces pays. Je lance un appel de solidarité, vu le contexte dans lequel se trouve le Burkina Faso actuellement, à tous les partenaires de bien veiller, contribuer de leur part à ce que tout se passe bien, pour que les couches vulnérables puissent avoir de quoi survivre. Pour le gouvernement, cet appui permettra sans doute d'apporter du réconfort aux populations bénéficiaires. La crise humanitaire associée à l'insécurité et à la pandémie du Covid-19 ont eu un impact social et économique négatif important sur la population en général et sur les personnes vulnérables en particulier. C'est la raison pour laquelle cet appui que nous recevons aujourd'hui au profit des personnes vulnérables de la ville de Ouagadougou vient à point nommé. Il permettra sans doute d'améliorer considérablement les conditions alimentaires et nutritionnelles de nos populations les plus démunies et de leur apporter du réconfort. Cela fait maintenant plusieurs années que l'Association pour la bienveillance humanitaire met sur pied des projets avec pour mission de bâtir un mieux-être en améliorant les conditions de vie des populations au niveau de l'éducation et de la santé, entre autres. Actualité hors de chez nous, on connaît désormais la durée de la transition en Guinée. Le Conseil national de la transition a fixé cette durée à 36 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique guinéenne. Il faudra 3 ans avant le retour des civils au pouvoir en Guinée. C'est le délai fixé par le Conseil national de transition qui fait office de parlement. Sur 81 membres du CNT, 73 ont voté le texte. Un membre était absent, 3 se sont abstenus et 4 ont quitté la salle en signe de protestation.
car cette décision ne fait pas l'unanimité. Une coalition de l'opposition, composée notamment du parti de l'ex-président Alpha Condé, estime que le CNT ne dispose d'aucune prérogative pour fixer la durée de la transition. C'est la première fois depuis plusieurs années que le parti d'Alpha Condé et l'opposition s'accordent pour parler d'une même voix. Cette durée de 36 mois a été revue très légèrement à la baisse par rapport à l'annonce faite au mois d'avril par le colonel Mamadi Doumbouya, qui avait opté pour une transition de 39 mois. Un délai qui va à l'encontre des réclamations de la CEDEAO, qui souhaitait que des élections soient organisées dans les 6 mois. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a rendu hommage au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, décédé ce 7 mai 2022 à l'âge de 68 ans. Tous sont unanimes, l'homme a vécu utile. Benjamin Kwame. Comme un homme qui aura vécu utile auprès des siens, la nation ivoirienne rend également hommage à l'un de ses fils qui s'en est allé, Amadou Soumaoro. Et c'est sur l'avenue contiguë à l'Assemblée nationale Abidjan-Plateau, lieu de travail du désormais regretté, qu'est exposée la dépouille du président de l'institution parlementaire ivoirienne. Le couple présidentiel ouvre la marche des hommages avec l'instant de recueillement. Et les notes de la musique des armées déchirent le lourd silence des lieux. Une sonnerie aux morts qui fait les effets. La veuve ne tient plus debout. À son secours, vole le Premier ministre Patrick Achi. Comme lui, des délégations parlementaires africaines prennent part à cet hommage national. Venus du Burkina Faso, du Togo et du Gabon, ils compatissent à la douleur de la Côte d'Ivoire, réunie dans sa diversité. En première ligne, le chef de l'État, Alassane Ouattara, brisé par la perte d'un autre fidèle parmi ses fidèles. Tu as gravi toutes les étapes, traversé toutes les difficultés, bravé toutes les animosités, mais tu es resté toujours debout pour ton mentor, que dis-je, notre mentor, Alassane Ouattara. Qu'il nous soit permis de présenter nos condoléances les plus attristées à son aîné, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il a servi avec une loyauté sans faille. Celui qui vient de se coucher n'est pas commun. Il est de la catégorie de ceux dont le pays se souviendra pendant longtemps. Comment pourrait-il en être autrement? Le président Amadou Soumaoro a pleinement vécu et marqué non seulement son temps, mais aussi les temps à venir. Je voudrais témoigner la gratitude de toute la représentation nationale à votre endroit, Monsieur le Président, et à l'endroit de toutes les délégations des pays frères qui ont effectué le déplacement pour nous apporter leur réconfort et leur compassion en ces moments douloureux. Au thème des oraisons vient l'heure de la séparation. Avant la remise du drapeau, c'est l'affaire du président ivoirien qui doit puiser en lui des ultimes forces pour aider la famille à tenir. Impossible, sur la route du départ pour la résidence familiale, larmes, pleurs. À quelques heures du retour sur la terre natale de Séguéla, dans le nord-ouest du pays, où le corps est arrivé ce mercredi 11 mai et où le prénommé Tchomba va reposer à jamais, laissant vacant le perchoir ivoirien jusqu'au 7 juin prochain. Ainsi va la vie, paix à l'âme de l'illustre disparu. Mais avant de nous quitter, nous allons parler de football et retour chez nous au Burkina Faso. Les quarts de finale de la Coupe du Faso se sont joués hier 11 mai au stade municipal de Ouagadougou. L'AS Police est tombée devant l'USCO de Banfoura à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Le score était d'un but partout à la fin des 90 minutes de jeu. Les unionistes venus de la cité du paysan noir ont réussi 3 tirs contre 0 pour l'AS Police grâce aux arrêts de leur portier Daouda Kone. Madi Zongo et Mamounata Kabore nous en disent plus. Quand le dernier tireur venait, j'ai su seulement il a déjà choisi son côté, donc je savais que c'était là-bas. Le portier Daouda Kone est le grand artisan de la qualification de l'Union sportive de la Comoé en demi-finale de la Coupe du Faso le 11 mai sur la pelouse du stade municipal. Face à l'AS Police, les jaunes et bleus venus de la région des Cascades croyaient à leur chance avant le voyage de Ouagadougou. On a joué avec Aska,
On a senti qu'on avait quelque chose à fournir ce soir-là. Les unionistes ont failli perdre leur espoir dès l'entame avec cette sortie hasardeuse de Daouda Koné après un quart d'heure de jeu. Après ce passage à vide, l'USCO reprend la direction des opérations et ouvre le score quelques minutes avant la pause par Idrissou Mohamed Toundé. Après la pause, l'AS Police élève son niveau de jeu, pousse l'USCO et obtient l'égalisation à la 67e minute sur ce pointu de Kader Sana. Une égalisation qui a semé le doute dans la tête de l'entraîneur Moumouni Traoré. À un certain moment, j'ai douté. C'est pourquoi j'ai commencé à durcir le milieu, la bastion défensive là. Voilà, pour arriver là où on est arrivé et puis tenter la chance. Au coup de sifflet de l'arbitre Saïdou Cabré, l'USCO a accompli la moitié du chemin en atteignant les tirs au but. Le portier Daouda Koné, avec 2 arrêts, envoie sa formation dans le dernier carré de la compétition. Vraiment, je suis très heureux aussi. Ils ont bien joué. On les voit vraiment, on dirait que ce n'est pas le DD. Ils ont joué avec les 1. Je pense aussi, l'USCO, en tout cas, on va prendre notre coupe ici. Parce qu'on part maintenant d'une finale. Bientôt, on va se trouver les finales et puis on va prendre. Bien que déçu du résultat, l'entraîneur de l'AS Police préfère retenir la leçon. Pas de regret, pas de regret. Je suis quelqu'un qui marche toujours dans la logique de Nelson Mandela ou des grandes figures qui ont marqué l'histoire contemporaine. Il disait de son vivant qu'il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Aujourd'hui, j'ai appris. Et je pense que c'est dans la logique, la continuité. L'homme se construit dans cette logique-là. Et je pense aussi que les joueurs vont apprendre aussi à travers ce match qu'un match n'est jamais joué à l'avance et qu'il faut toujours se concentrer jusqu'au bout. L'USCO sera face à l'USFA le 25 mai prochain pour le compte des demi-finales. Avant de nous quitter, je vous donne les résultats des autres matchs. Raïmou FC a battu l'Étoile filante de Ouagadougou sur le score de 2 buts à 1. L'AS Douane a eu raison de l'ASFB sur le score de 2 buts à 0. L'USFA gagne devant l'USI sur le score de 2 buts à 1. En demi-finale, l'AS Douane reçoit Raïmou FC le 24 mai et l'USFA sera face à l'USCO le 25 mai à Ouagadougou. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis.